C'est avec grand plaisir que nous vous proposons notre deuxième podcast, Les Humains de l'ESS. Nous avons d'abord souhaité mettre en lumière un secteur dont on parle peu finalement lorsqu'on évoque l'ESS, à savoir le mouvement mutualiste. En 2023, nous avons été choisis par Uniformation pour animer une formation pour l'ensemble de la branche de la mutualité sur le sujet de la culture et de l'environnement mutualiste, et ce pour tous les nouveaux salariés embauchés par ces organisations et pour les 3 années à venir. Dans ce cadre, nous avons cherché un partenaire formateur pour nous aider à concevoir et à déployer cette formation, et nous avons trouvé à Limoges, sur notre territoire, une sociologue de la santé très au fait de l'histoire et des valeurs mutualistes. Je vous parle de Fanny Thomas, avec qui j'ai eu la chance de travailler, mais aussi de partager un déjeuner. Vous savez, ce genre de moment où on ne voit pas le temps passer, où au fil des échanges, on constate une communauté de valeurs, ou lorsqu'on débat de perspectives pour l'avenir avec des convergences évidentes. Bref, un moment qui fait du bien, et j'ai souhaité partager avec vous un nouvel échange avec Fanny à travers ce podcast. J'en profite d'ailleurs pour remercier Frédéric, le chargé de communication de notre agence, qui avec tout son talent, son engagement et son humilité fait de ces moments des contenus que l'on publie avec fierté. Je vous laisse en compagnie de Fanny Thomas et vous donne rendez-vous pour les prochains podcasts. Nous avons déjà plein d'idées et d'envie de partager avec vous. À très bientôt. Bonjour Fanny Thomas. On est ensemble pour parler de la mutualité. Alors peut-être juste avant de commencer à discuter de ce sujet passionnant, on peut peut-être parler de la mutualité aujourd'hui en quelques mots, quelques chiffres. Alors tout un chacun connaît la mutualité, enfin je pense, à travers les services médicaux, paramédicaux et sociaux qu'elle rend. Je pense qu'on connaît tous une pharmacie mutualiste dans son quartier, dans sa ville, ou bien encore des opticiens mutualistes. La mutualité, c'est en fait 2600 établissements et services. C'est une branche professionnelle qui compte 15 000 professionnels de santé. Avant de commencer, Fanny Thomas, vous pourriez nous donner quelques exemples de métiers qui sont exercés au sein de la mutualité ? Oui, alors au sein des mutualités, on va retrouver des métiers très divers et très variés parce que les mutuelles touchent à tout, au secteur de la prévention. Donc on a des acteurs de la prévention, on a des acteurs médicaux, donc des travailleurs médicaux, médecins, chirurgiens, aides-soignants, infirmiers, voilà, de tout style. On a des travailleurs sociaux et des travailleurs médico-sociaux également. Puis on a tous les aspects administratifs aussi, les ressources humaines, les relations clientèle. Voilà, on peut imaginer à quel point c'est vaste en fait. En réalité, on va avoir des opticiens, des pharmaciens, enfin voilà, absolument tout. Enfin, je suis pas sûre qu'on puisse faire une liste complète des métiers des mutuelles parce qu'ils sont dans tout domaine, dans tout secteur et c'est plus des professionnels qui rejoignent un mouvement en fait, un mouvement social, le mouvement mutualiste, que des professionnels particuliers ou spécifiques des mutuelles. Alors, en échangeant ensemble au préalable à l'enregistrement de ce podcast, ce qui m'a frappé, c'est que la mutualité, c'est aussi et surtout l'histoire d'un mouvement social plus ancien, et puis j'ai envie de dire, quelle histoire. Et c'est en retraçant peut-être cette histoire que l'on peut comprendre les valeurs portées par ce mouvement. Et je crois que c'est une approche qui vous tient à cœur. D'ailleurs, vous dites, intégrer la mutualité, c'est hériter de l'histoire de la mutualité. Ça veut dire que lorsqu'on est embauché par la mutualité, il faut avant tout comprendre l'histoire de ce mouvement. À dire vrai, je me permets du coup de le dire comme ça me vient. C'est quelque chose que je dis à peu près tous les jours, tout le temps et pour tout et pas que pour la mutualité. C'est-à-dire que nous héritons de l'histoire de nos institutions. C'est-à-dire que quand on rentre effectivement quand on rentre a priori dans une institution, sur un lieu de travail ou autre, on a l'impression que ce qui se joue, c'est que notre vie à nous, notre profession, notre travail, etc. Mais en réalité, les institutions, elles sont souvent très anciennes. Elles ont des histoires très longues et là, on est sur plus de 2 siècles d'histoire. Oui. Et donc, en réalité, il y a plein de choses que l'on a comme oubliées, mais moi je considère que d'un point de vue sociologique, on les a à travers les valeurs, on les a à travers, on les a quand même incorporées en fait. Donc revenir sur l'histoire, parfois c'est comprendre beaucoup de choses sur soi-même
et sur ce que l'on est en train, nous, de vivre. Et ça, c'est vrai pour tout type de profession ou tout type d'institution. Voilà, moi, j'ai travaillé sur la profession médicale, et quand je travaillais sur la profession médicale, j'ai vite compris qu'être médecin aujourd'hui, apprendre la médecine aujourd'hui, en réalité, c'est aussi hériter de l'histoire de la médecine clinique et de ses luttes. Alors justement, on le disait tout à l'heure, quelle histoire. On va remonter le temps avec vous, Fanny. Alors, on n'ira pas jusqu'à l'Antiquité, et pourtant, c'est bien à cette époque où l'on retrouve la trace des premières sociétés de secours mutuels. Mais on va s'arrêter un instant juste avant la Révolution française. On est en 1780, et le mouvement mutualiste voit le jour avec deux types de prévoyance qui vont quelque part évoluer en parallèle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Ces deux types de prévoyance, en fait, c'est quelque chose que l'on peut retrouver dans les travaux de Patricia Toukas-Truyen, qui a écrit Histoire de la mutualité et des assurances, l'actualité d'un choix, et qui le retrace dans son premier chapitre, tout simplement. Et moi, ça m'a plutôt passionnée de me rendre compte qu'en fait, il y a le mouvement mutualiste, mais c'est l'époque aussi des premières assurances. Il faut imaginer qu'en fait, les deux n'émergent pas dans les mêmes milieux sociaux. Donc ça, c'est important de le comprendre. C'est qu'on a d'un côté les prémices des premières assurances qui émergent au sein de la bourgeoisie, mais une bourgeoisie pré-révolutionnaire. Malgré tout. Leur objectif, c'était vraiment de répondre aux imprévus de la vie. Donc, comment on fait pour s'assurer un capital confortable jusqu'à la fin de la vie ? Et il y avait déjà la notion de transmissible. Moi, c'est ce qui m'a intéressée à la lecture des travaux de cette personne, parce qu'il y avait ce caractère transmissible que l'on retrouve aujourd'hui dans les préoccupations très contemporaines, dans le fonctionnement de la transmission du patrimoine, en fait, tout simplement. Et de l'autre côté, on a les prémices de la mutualité, avec plutôt parmi les compagnons et les ouvriers, donc un autre milieu social quand même si il y a dans cette histoire, de ce que j'en ai moi pu saisir, des individus qui sont un peu parallèles, c'est-à-dire plutôt de classe sociale bourgeoise, mais qui ont réfléchi toutes les formes de mutualité possibles, etc. Donc il y a quand même des acteurs qui sont un peu transversaux, mais quand même à la base on a deux mouvements, deux prémices de mise en commun, de partage, etc. Mais sous deux angles un petit peu différents. D'un côté, il y a vraiment capitaliser pour soi et pouvoir transmettre son patrimoine ou autre, etc., s'assurer une vie confortable, etc. Et de l'autre, on a une pratique qui était de l'ordre de l'épargne pour survivre. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait la même attitude et la même disposition. Et le mouvement mutualiste, il est né plutôt dans cette logique de fraternité, de solidarité, autour d'une pratique où l'enjeu, c'était d'épargner pour survivre, parce qu'il pouvait y avoir des difficultés à tout instant de la vie, mais ce n'était pas dans une logique de capitalisation avec transmission. Mais du coup, deux concepts, deux approches subsistent encore aujourd'hui. Qui existent toujours aujourd'hui. 200 ans, un peu plus de 200 ans après. Exactement. On a toujours cette dualité, on va dire, d'approche sur ce sujet. La Révolution française, alors on est en 1780, donc à l'aube de la Révolution française, elle va finalement tuer dans l'œuf la naissance du mouvement. Vous parlez de choc révolutionnaire. Pourquoi la Révolution va être finalement la première crise d'une longue série, on va le voir un petit peu plus tard, une longue série de crises qui vont jalonner toute l'histoire de la mutualité. Donc pourquoi cette révolution ? C'est la première vraie crise, on va dire, de la mutualité. Ce sont les termes de Charlotte Sinélange qui explique dans ses travaux sur la mutualité qu'en fait, effectivement, on voit émerger un mouvement social. La révolution remet tout à plat. Tout simplement, il y a plusieurs raisons à cela, mais la première étant l'abolition des privilèges, l'égalité des individus devant l'État. Et donc on nous explique qu'en fait, d'ores et déjà, c'est les relations entre l'individu, le citoyen et l'État qui d'un seul coup sont remises à plat, et tout ce qui concernait en réalité des associations, des compagnons, et puis les privilèges sociaux bien évidemment, tout ça s'était remis à plat en fait, s'était remis en question. Et cette façon de s'organiser à une échelle professionnelle, parce que la plupart des premiers mutualistes, on va dire, c'était à une échelle professionnelle. C'était une organisation professionnelle, ils partageaient souvent la même profession, c'était des artisans pour beaucoup, etc. Moi, dans ce que j'en ai saisi, en fait, c'était devenu comme dangereux, puisque ça mettait finalement une barrière entre l'individu et ses relations directes à l'État. Alors, malgré tout cela, le mouvement va finalement continuer à se développer. On va le dire, dans la clandestinité. Et puis, nous voilà aux alentours des années 1830,
Dans un contexte économique difficile, très, très particulier, est-ce que Fanny, vous pourriez nous rappeler ce contexte et surtout en quoi finalement il va donner une légitimité au mouvement mutualiste ? En fait, ce qui est intéressant avec le mouvement mutualiste, quand on lit les travaux de ceux qui l'ont étudié, moi, ce qui m'a marqué, c'est déjà d'apprendre que ce mouvement social, finalement, effectivement, a priori, aurait dû disparaître compte tenu de la législation, compte tenu des droits de l'homme, compte tenu de la Révolution française, compte tenu de tous ces éléments, compte tenu de l'idéologie qu'il y avait autour également. Et finalement, effectivement, le mouvement reste quand même à un endroit toléré, c'est-à-dire qu'il est plus ou moins clandestin et probablement plus ou moins connu dans ce qu'on en lit, en tout cas, mais en tout cas, il est toléré selon les termes là, de Charlotte Sinéange. Moi, en lisant leurs travaux, je me suis dit, en fait, il y a trois grands éléments. Il y a d'une part le 19e siècle, en fait, le début du 19e siècle, donc après la Révolution, c'est quand même une grosse période d'industrialisation. Donc on connaît tous les débats qu'il peut y avoir dans cette historique-là, dans ces périodes-là, autour de la précarisation des ouvriers. Voilà, c'est aussi le début du mouvement ouvrier, en tout cas débutant. Donc on a besoin de monde dans les usines. Donc c'est quand même un grand mouvement, une grande transformation de la société. C'est une période où le paupérisme est grandissant. Donc là, moi, j'aime bien redonner aux gens l'image de Victor Hugo, sur Les Misérables, en fait. On imagine toute la difficulté économique, en termes d'espérance de vie. Il y a tout ce contexte-là qui est compliqué. Donc un paupérisme grandissant qui reste préoccupant, tout en ayant à côté une industrialisation montante. Et si je fais bien le lien entre les deux, c'est que par ailleurs, on a besoin de monde, en fait. On a besoin de monde dans les industries, donc on a besoin en même temps de commencer à penser les premières politiques de santé, en fait, ni plus ni moins. C'est-à-dire on a besoin de commencer à se dire, ok, notre population est une richesse. Et si notre population est une richesse, il va falloir qu'on commence effectivement à rechercher les causes de mort. C'est aussi la grande période, le 19e siècle, de la naissance de la médecine. Donc là, je peux renvoyer à tous les travaux de Michel Foucault sur la naissance de la clinique, etc., qui sont passionnants. C'est le début de la médicalisation croissante de toute la société, avec notamment la découverte ou en tout cas l'éducation des populations aux premières règles d'hygiène, la découverte de la vaccination, la pasteurisation, en fait. Donc c'est une période où il y a beaucoup de mouvements. Et tout ça, en fait, c'est lié. Et le mouvement mutualiste, il évolue, moi c'est ce que j'ai raccroché par rapport à ce que j'ai pu étudier sur la médicalisation de la société, il est clairement raccroché à tout ça. Oui, c'est très lié, c'est pas prendre soin pour prendre soin, c'est prendre soin d'une richesse qui finalement participe à l'industrialisation de la France. C'est une période où l'humain n'a plus la même place non plus dans l'économie d'un pays. On considère que la population, pour qu'elle puisse être productive, il faut aussi en prendre soin à un endroit. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Mais je dis toujours qu'il y a quelque chose de très lié entre l'économie et la médecine et l'État. Enfin, tout ça, ça va ensemble, en fait. Donc, le mouvement mutualiste, il est donc toléré par le pouvoir dans ce contexte-là. Parce qu'en fait, il répond tout simplement, les spécialistes du sujet le disent avec grande simplicité, il y avait besoin, en fait. C'est-à-dire qu'il répondait à un besoin très concret et réel des populations, puisque c'était un contexte où les ouvriers étaient de plus en plus nombreux, il y avait des vrais besoins dans la société, et l'État n'avait pas suffisamment de possibilités d'action pour prendre soin des gens, que ce soit face à la maladie, que ce soit face à la vieillesse, que ce soit face à l'invalidité, etc. Alors, il faudra quand même attendre Napoléon III qui va légaliser le mouvement mutualiste. Alors c'est le décret du 28 mars 1852, mais avec une originalité, si je puis dire, c'est des contreparties très lourdes à l'époque. On peut se rappeler, Fanny, lesquelles et puis pourquoi ces contreparties à ce moment-là de l'histoire ? Il y a dans l'histoire du mouvement mutualiste, tel qu'il est effectivement étudié, raconté, ce moment où finalement, oui, les sociétés sont reconnues d'une certaine manière d'utilité publique, pour certaines, puisqu'il y avait différentes sortes de sociétés, entre celles qui étaient reconnues d'utilité publique, celles qui étaient autorisées mais non subventionnées, et puis les approuvées. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mouvement mutualiste, c'est avec Napoléon III qu'il obtient ce statut de mutualité, en tout cas approuvé par l'Empire. Et effectivement, c'est pas sans contrepartie. C'est pas sans contrepartie parce que, bien évidemment, il y a une volonté quand même de contrôle
en réalité du mouvement. On ne le laisse pas donner une autre orientation que celle qui est donnée par l'État. Et donc au départ, la contrepartie, c'est un lourd contrôle de la part de l'État. Avec une place dans la gouvernance ? Avec une place dans la gouvernance, en tout cas, voilà, les personnes qui, du coup, à l'échelon local, commençaient à regarder les mutuelles de près, voilà, socialement, elles étaient plutôt bien élevées, bien situées, enfin voilà, il y avait tous ces enjeux-là. Et effectivement, il y avait, enfin donc c'était des notables, voilà, que l'on mettait à la tête de ces mutualités, ce qui n'allait pas tout à fait dans le sens de l'histoire du mouvement, qui émergeait plutôt dans des milieux sociaux moins favorisés. Donc le fait de voir arriver ces notables à la tête des sociétés de secours mutuels, c'est quelque part une nouvelle difficulté du mouvement mutualiste à cette époque-là. Même si, moi de ce que j'en ai compris et lu aussi, je me dis mais ça a aussi contribué à l'évolution du mouvement, d'une certaine manière, puisqu'ils ont pu parfois être facilitants sur certains éléments. J'ai une petite phrase en tête de Charlotte Sinélange qui explique, qui dit mais en fait le mouvement mutualiste des fois ne se reconnaît même pas là-dedans, mais de se souvenir qu'il y a eu parmi certaines personnes issues de la haute bourgeoisie ou autres, etc., ou chez certains artisans de la soie notamment du côté de Lyon, donc voilà, ils prennent cet exemple où il y avait en fait des grosses avancées du mouvement mutualistes qui ont émergé du coup plutôt du côté du patriarcat, plutôt du côté des dominants, presque on pourrait le dire comme ça, et moins du côté des dominés. Voilà, donc ça fait partie de l'histoire en tout cas du mouvement. Alors le mouvement développe des prestations de secours qui sont particulièrement innovantes pour l'époque. On est vraiment dans une phase d'innovation importante. Je citerai le secours pour incapacité de travail, l'accès à des spécialistes médicaux qui est, si je comprends bien, qui était rare à l'époque, qui était quand même une exception. L'allocation aux veuves et orphelins. Finalement, est-ce qu'on peut dire que le mouvement mutualiste prend racine et trouve son essor dans les dégâts qui sont provoqués par ce type de capitalisme ? D'une certaine manière, en tout cas, elle prend son essor dans le contexte, on va dire dans un contexte... Enfin, moi, je le vois comme ça. Je me dis finalement, c'est un mouvement qui est décrit déjà comme avant-gardiste à bien des égards, mais parce qu'en fait, ils arrivaient à avoir une vision finalement de quels sont les problèmes, je pense, d'une certaine manière, listons-les et puis voyons comment, sur principe de cotisation des membres, on arrive à remettre en commun, en fait, et à créer une entraide organisée. Donc voilà, c'est vraiment ça le sujet. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien très fort entre la mise en place d'un système économique avec industrialisation, effectivement, mise en commun, capitalisation et opposition entre des exploitants, des exploités. Enfin là, on retrouve les travaux de Karl Marx, en fait. On ne l'avait pas cité encore. On ne l'avait pas cité, mais voilà. Mais voilà, on retrouve les travaux de Karl Marx, c'est-à-dire cette espèce d'opposition un petit peu que l'on connaît, avec des activités notamment de santé ou autres, etc., qui étaient quand même réservées aux personnes aisées, qui avaient les moyens, etc. Et effectivement, à chaque fois, le système mutualiste, le mouvement mutualiste répond complètement différemment et avec une autre attitude aux besoins des populations. Mais en fait, le sujet, c'était pas tellement pour eux, je pense, le capitalisme en tant que tel. C'était plus, il y a des besoins de survie, de vie des individus, avec une forte conscience il y a des risques maladies, il y a des décès. Et donc, c'était vraiment une solidarité à petite échelle, une solidarité locale, qui avait vocation à permettre, en fait, à favoriser, mais sur lequel le capitalisme a pu s'appuyer aussi à d'autres endroits très certainement, puisqu'il n'y aurait pas eu de soutien des populations probablement entre elles, on n'aurait peut-être pas non plus eu ce système social-là complet. Enfin voilà. Donc en vrai, c'est pas tellement qu'il se positionne peut-être contre ou quoi qu'est-ce. En tout cas, je ne l'ai pas compris complètement comme cela. Mais par contre, quand j'ai lu les travaux, je me suis dit finalement, c'est une histoire sociale qui effectivement est à l'intérieur d'un mouvement beaucoup plus large, qui est celui de la mise en place d'un système économique de type capitaliste dans le contexte de la création d'une société de type capitaliste et avec des solidarités locales extrêmement fortes.
à une petite échelle, puisque ça n'a pas d'ambition collective, c'est aussi à des échelles locales. Voilà, les artisans de telle localité, dans tel domaine. Voilà, très souvent, c'était comme cela que ça se passait. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, ils essayent d'être pionniers dans ce qu'ils proposent. Pionniers parce qu'ils inventent... on a l'impression de voir les prémices des allocations retraite, limites, etc. Donc il y a une partie on a l'impression d'innovation sociale en fait très forte, à chaque fois renouvelée, c'est-à-dire qu'ils avancent. Une logique aussi de rester à la pointe du progrès, donc ça revient beaucoup sur la question médicale notamment, rester à la pointe du progrès médical, essayer de proposer aux populations les dernières technologies qui permettent de diagnostiquer, qui permettent de traiter, etc. Et à chaque fois avec en fait les mêmes valeurs, c'est-à-dire la mise en commun et l'accès à toutes les personnes qui rejoignent la mutualité. Voilà, l'accès égal à toutes les personnes qui cotisent au sein d'une même mutualité. Donc je pense que c'est ça qui est important finalement à bien préciser. Et il faudra quand même attendre une trentaine d'années pour que le mouvement soit reconnu par la Troisième République avec une loi nommée Charte de la mutualité en 1898. Qu'apporte cette charte au développement du mouvement ? En fait, la charte, elle est comme un moment essentiel pour ancrer les valeurs une bonne fois pour toutes du mouvement mutualiste. Et d'ailleurs, la charte de la mutualité, c'est on va dire, l'ancêtre du code actuel de la mutualité, d'une certaine manière, qui a à peu près les mêmes fonctions finalement. Il permet d'acter l'existence du mouvement mutualiste, de faire en sorte qu'il ne soit absolument plus clandestin. Il affirme et ils affichent en fait leur rapport au progrès social. Ça permet en fait vraiment d'acter à un moment donné que ce mouvement a une place, et notamment une place qui lui était refusée à la Révolution, d'une certaine manière, entre les États et les individus. Enfin, entre l'État et les individus. Et c'est ça qui est intéressant. Dans un contexte, donc ils essayent de tout tenir ensemble en fait, dans un contexte d'industrialisation, qui permet en fait... alors le mouvement mutualiste du coup va bénéficier surtout à l'artisanat très qualifié, peut-être moins au mouvement ouvrier qui lui se verra plus défendu dans le syndicalisme plus tard. Mais mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, ce mouvement a permis, avec la charte aussi, d'acter sa participation à la médicalisation de la société, sa participation finalement à la naissance d'un marché économique aussi dans le domaine social et médico-social d'une certaine manière. Hein. Enfin voilà, tout ça va ensemble. Et surtout, ça a permis d'acter ses valeurs et ce mouvement qui voulait être en faveur du progrès social. En fait. On se rappelle qu'à la même époque, à peu près, on tente de faire adopter une autre loi qui a eu un parcours assez chaotique. Hein. C'est la loi du 1er juillet 1900, donc relative à la liberté d'association. Il aura fallu quand même une trentaine de projets de loi, des débats houleux à l'Assemblée pour faire voter cette loi, avec en jeu, derrière ces débats-là, c'est la liberté qu'on aurait pu donner aux congrégations religieuses en englobant finalement dans le secteur associatif ce type de regroupement. Donc là, le choix qui a été fait, et pour sortir de l'ornière, c'est de faire une loi 1901 pour les associations et 1905 donc pour les congrégations religieuses. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les acteurs du grand âge qui attendent depuis plusieurs années un projet de loi, un projet de programmation pour ce secteur d'activité. Comme quoi, il y a peut-être un peu d'espoir en se disant qu'à un moment, comme le besoin est là, peut-être que nos pouvoirs publics répondront à cette demande. On va passer au XXe siècle avec des événements majeurs qui vont positionner la mutualité comme un acteur central de notre système de protection sociale. La Première Guerre mondiale va marquer un tournant majeur. Rappelons qu'à l'époque, la France ne voulait pas d'un système de protection sociale obligatoire, j'insiste sur le terme obligatoire, préférant finalement faire coexister un système d'assistance et de bienfaisance pour les plus démunis, et un système basé sur la liberté individuelle pour les autres. D'ailleurs, pour la petite histoire, en vous lisant Fanny, quand la loi sur les retraites ouvrières et paysannes est votée en 1910, elle suscite beaucoup d'opposition, le patronat est opposé,
et l'Église qui considérait la retraite comme une invitation à la paresse. Donc finalement, c'est la mutualité qui va tirer son épingle du jeu à cette époque-là. Oui, on retrouve sur la paresse, etc. On le voit un peu tout au long du 19e, on le retrouve dans les travaux de Michel Foucault, cette idée selon laquelle on n'aime pas trop les oisifs. C'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans les travaux de Michel Foucault, notamment sur toutes les institutions, que ce soit les hôpitaux psychiatriques, que ce soit les prisons, où l'objectif c'était de remettre au travail quelque part. À l'intérieur de ces institutions, on avait des personnes qui étaient à remettre au travail, à empêcher l'oisiveté, faire en sorte que tout le monde soit actif, etc. Donc je pense que c'est vraiment un état d'esprit qui était très fort déjà sur toute la seconde moitié du 19e. Un thème qui revient beaucoup, en tout cas, dans ce que l'on peut lire sur ces époques-là. Les sociétés de secours mutuels, en fait, elles négocient d'une certaine manière leur place à un endroit, du coup, où l'État, une fois de plus, ne peut pas prendre la place, puisqu'il n'est pas accueilli non plus par la population comme étant à sa place sur ces sujets-là. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai lu et compris. Et la mutualité, elle, au contraire, elle veut prendre une place, et une place centrale et importante. Donc elle prend cette place-là, petit à petit, notamment pour gérer des cotisations qui étaient mal perçues. Donc de fait, elle fait la médiation d'une certaine manière entre l'État et l'individu, ce qu'elle recherchait aussi à un endroit peut-être. En tout cas, elle trouve une place centrale à ce moment-là. Mais ça donne aussi surtout la prise de conscience de son essentialité. Dans un contexte ensuite de Première Guerre mondiale où l'État se retrouve complètement démuni face à la multiplication des morts, face à la multiplication des invalides, à la multiplication des orphelins. Tout ce qui pouvait être de l'ordre de la solidarité familiale tombe à l'eau, plus difficile en tout cas à maintenir. Donc les problématiques en fait sont tellement plus importantes que ce qu'elles avaient pu être, mais en termes de masse, parce que c'est les mêmes problématiques, sauf que là, elles étaient devenues plus massives, comme on sait à quel point la Première Guerre mondiale a été meurtrière. De fait, l'État, la nation, développe là aussi un autre rapport aux individus, encore différent, puisque du coup, étant donné que l'État est en partie, participé à cette guerre au sens propre, aux prises de décision ou autres, etc., elle développe en fait une dette envers les victimes de la guerre. Et donc, c'est là que revient sur le tapis l'idée d'un système obligatoire de protection sociale. Donc là, on est complètement dépassé par les événements du fait des dégâts provoqués par la Première Guerre mondiale. Donc oui, ce système de protection sociale obligatoire, l'idée réémerge. Mais à partir de 1930, finalement, la mutualité veut devenir le chef d'orchestre de ces assurances obligatoires. Et finalement, c'est ce qu'elle va devenir. Quelque chose que le mouvement mutualiste n'aime pas beaucoup, puisque ça fait partie des points noirs probablement de son histoire. En tout cas, c'est comme cela que les spécialistes en parlent, en disant, tiens, là, il y a une zone d'ombre, puisqu'effectivement, elle a participé en fait au gouvernement de Vichy, tout simplement. Alors, c'est Pierre Laroque qui en parle en ces termes, qui a plus que contribué, qui est l'un des fondateurs de la sécurité sociale, où il revient dessus souvent en expliquant ce côté, d'un seul coup, elle s'est enfermée dans l'assurance obligatoire, elle s'est bureaucratisée, la mutualité, le mouvement mutualiste se bureaucratise parce que justement, il cherchait probablement une espèce de rôle majeur, comme une espèce de monopole, en tout cas une place centrale, que la sécurité sociale ne lui laisse pas pour autant derrière. Et s'en suivra, j'ai envie de dire presque naturellement, un événement majeur dans la vie de la mutualité qui est encore vécu comme un traumatisme. On est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Conseil national de la résistance prévoit la création de la sécurité sociale. Pour la mutualité, c'est un véritable traumatisme. On va confier la gestion de la sécurité sociale non plus aux sociétés de secours mutuels, mais aux organisations syndicales qui se sont par ailleurs investies dans la résistance et qui sont de fait des grandes rivales de la mutualité. Les mutualistes s'opposent, eux, à cette caisse unique, ce qui, in fine, les évince en fait quelque part du système. On aurait pu croire la fin du mouvement, encore une fois, c'était fini, c'était plié, si je puis dire. Et pourtant, contre toute attente, la mutualité va renaître de ses cendres. Qu'est-ce qui explique cela ? En fait, même si on cherche à avoir un système qui touche tout le monde, toutes les populations, il y a quand même du monde. Et malgré tout, ce système en fait, n'a pas réussi complètement
en fait, à occuper toute la place. En l'occurrence, ce qu'elle n'a pas réussi, c'est la fameuse discussion autour du reste à charge, du ticket modérateur. Le système de sécurité sociale n'a pas réussi à mettre en place en fait, un système de prise en charge avec tous les risques pris à 100% en charge. Et donc, c'est cette petite part en fait, laissée aux individus qui redonne une place quelque part au mouvement mutualiste. Puisque de fait, à partir du moment où tout n'est pas entièrement pris en charge, vous avez des individus qui font face à des inégalités d'accès et donc aux difficultés d'accès, que ce soit aux soins, que ce soit voilà, à tous leurs besoins sociaux ne peuvent pas être réglés par leur relation directe à l'État. Donc le ticket modérateur va finalement sauver. Donc c'est le fait qu'il y ait, voilà, tout à fait, c'est le fait qu'il y ait encore une part de complémentaire des santé, donc non prise en charge, le fait qu'il y ait encore de l'argent qui doit venir directement des populations, qui va laisser une place quelque part à ce mouvement mutualiste, puisque c'est dans cette brèche, on va dire, laissée, que le mouvement mutualiste va pouvoir se reformer d'une certaine manière, se ressaisir aussi, se reconstruire. Je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, moi j'ai bien compris à la lecture des travaux que cette histoire de la Seconde Guerre mondiale est effectivement restée quelque chose de compliqué et que ça aurait pu effectivement mettre fin au système s'il n'y avait pas eu cette petite brèche pour se repositionner et retrouver une place entre l'État et les individus. Alors du coup, la mutualité va occuper pleinement cet espace, si je puis dire, mais c'était sans compter, vous voyez comme cette histoire est tumultueuse, sur un nouveau défi, celui de la concurrence avec le secteur lucratif, et finalement elle nous vient de l'Europe, avec l'ouverture des marchés à la concurrence, donc y compris dans le domaine des assurances et de la prévoyance, jusqu'à une modification du Code de la mutualité en 1985 qui libéralise le marché de la complémentaire santé. Et donc là encore, la mutualité doit s'adapter à cette nouvelle donne. Aujourd'hui, Fanny, qu'est-ce qui différencie la mutualité des autres opérateurs, notamment les opérateurs, bien sûr, du secteur lucratif? Ce qui est intéressant avec le mouvement mutualiste, c'est vraiment ses valeurs, en fait. Ce qui le différencie, ce sont ses valeurs, qui sont celles de solidarité, avant tout, et qui sont en fait les valeurs qu'elle porte. C'est pour ça que voilà, c'est toute son histoire, c'est toute l'histoire de la mutualité, c'est la solidarité. Donc c'est la solidarité, c'est la répartition des pouvoirs en fait, voilà, au sein même des mutualités. Il n'y a pas une seule personne qui gouverne ou autre, etc. C'est la question de son indépendance, de sa liberté, c'est la question de la démocratie et surtout de la non-lucrativité. Et c'est bien là que la différence est la plus majeure, c'est sur l'aspect non lucratif. Contrairement aux autres organismes de complémentaire santé, les mutualistes accueillent tout le monde, il n'y a pas de discrimination. Donc ça, c'est quand même une valeur qui est très forte, je trouve, dans le monde d'aujourd'hui. Pas de discrimination, donc notamment par rapport à l'état de santé, notamment par rapport à l'âge. Donc tout ce que l'on pourrait imaginer demain sur des systèmes où vous pourriez être refusé pour des raisons de santé, sur une complémentaire santé ou autre, parce que vous êtes déjà très malade. Le système mutualiste, il ne parle pas de ça. C'est même pas une discussion, en fait. C'est accessible à toutes les personnes qui cotisent. La seule porte d'entrée, c'est la cotisation, en fait. Une fois que l'on participe aux cotisations, on est intégré au mouvement et on est accueilli tel que l'on est. Donc, homme, femme, enceinte, pas enceinte, tout le monde est accueilli. Il y a un système de solidarité, de bénéfices partagés entre tous les adhérents, un profond attachement à l'égalité, de fait, et un attachement très profond, du coup, au respect de tout un chacun et au bien-être de toutes les personnes qui contribuent au mouvement mutualiste, en fait. Je pense que la grosse différence majeure, je crois qu'elle est là. Et alors, du coup, on va retrouver un autre point de convergence évident. Vous avez évoqué la solidarité, une gouvernance démocratique, la non-discrimination, une lucrativité limitée, on va dire, aux seuls besoins de l'organisation et de son développement au profit de l'usager. Voilà des points de convergence évidents avec une autre loi dont on fête les 10 ans cette année. C'est la loi sur l'économie sociale et solidaire, dont la mutualité est un acteur majeur. C'est vrai qu'on l'oublie parfois lorsqu'on parle de l'ESS, on parle aisément du secteur associatif, parfois du milieu coopératif.
on parle plus rarement du mouvement mutualiste, peut-être parce qu'il y a une confusion dans l'esprit entre le secteur lucratif, non lucratif, peut-être aussi parce qu'on n'en connaît pas l'histoire aujourd'hui. Et peut-être aussi parce enfin moi je sais que voilà, quand on discute maintenant à droite à gauche, quand on entend le mot mutuelle, on entend complémentaire santé uniquement, enfin voilà, et alors que toutes les complémentaires santé ne sont pas des mutuelles. Donc je pense que l'enjeu il est principalement là, et ça on le retrouve très très bien d'ailleurs sur tous les sites internet qui parlent de la mutualité française, que ce soit la Fédération nationale de la mutualité française, que ce soit l'ANEM. Ils ont tendance à beaucoup rappeler, on le voit en tout cas facilement quand on arrive sur leur site internet, de rappeler cela, de dire attention. Donc je pense qu'il y a enfin voilà, c'est que le mot mutuel en fait on l'utilise un peu à tout va maintenant, et surtout on l'entend surtout sur le côté complémentaire santé et moins sur tous les autres aspects, puisque les mutuelles, ce n'est pas que des complémentaires santé, c'est beaucoup plus que cela, et ils interviennent sur un champ beaucoup plus vaste. Disons que la complémentaire santé est un élément de leur activité parmi bien d'autres, et qui a contribué fortement, certes, à la survie du mouvement, mais par contre, enfin, en tout cas à l'entretien du mouvement, mais néanmoins qui fait face effectivement à toutes les difficultés. Alors, sur l'économie sociale et solidaire, en fait, la mutualité se revendique très clairement d'un mouvement de coopération. Voilà, c'est vraiment très fort. Elle revendique également qu'elle ne participe pas au capitalisme ni au socialisme. C'est ni capitalisme ni socialisme, les termes mobilisés voilà, sur les sites officiels qui traitent de la mutualité française, comme un système alternatif où il n'y a pas de profit. Alors là, forcément, ça sonne très anticapitaliste. De fait, pas de profit. Pas de profit. L'objectif, c'est la redistribution. C'est de répondre à des besoins sociaux. Donc nécessairement, l'économie sociale et solidaire qui se positionne ni sur les lois du marché, ni sur le plan de la responsabilité de l'État, ça rejoint parfaitement le mouvement mutualiste. C'est clairement ça, qui se revendique de la même façon, comme relevant ni des lois du marché, ni de la responsabilité de l'État. C'est pour ça qu'on dit que l'ESS, quand on définit ce secteur, on parle souvent de tiers secteur entre le secteur public et le secteur privé, sous-entendu le secteur lucratif. Mais en vous écoutant depuis tout à l'heure, c'est finalement toute l'histoire de la mutualité qui a cherché à trouver sa place entre l'État et le secteur privé lucratif, comme on l'appelle aujourd'hui. C'est d'abord répondre à des besoins sociaux, le mouvement mutualiste. C'est d'abord ça, en fait. Fanny, on va échanger sur le rôle que pourrait prendre la mutualité dans les années à venir. Alors on peut décrire le contexte. Alors, ça n'est pas extrêmement glorieux, mais il n'est pas favorable. On constate une inégalité de l'accès aux soins, encore et toujours. J'ai envie de dire, on en a parlé tout à l'heure, mais finalement, aujourd'hui, il y a une inégalité, une inflation qui pousse les ménages à faire des choix. Et certains de ces choix, c'est en termes de santé qu'ils les font. Donc un contexte peu favorable. Alors je ne reviens pas sur la situation déficitaire de notre régime de sécurité sociale, mais dans tout ça, quel rôle pourrait jouer la mutualité dans les années à venir en tant que finalement structure de l'ESS, du tiers secteur? Quel pourrait être le positionnement de la mutualité ? Je me suis posé la question à savoir dans quelle mesure en fait le mouvement mutualiste peut continuer à se développer au même titre que ce qu'il a fait dans les moments, on va dire, les plus forts de son histoire, c'est-à-dire comme inventeur d'une certaine manière. J'aime pas reprendre le mot d'innovation sociale, parce qu'en fin de compte, c'est plus d'oser aller jusqu'à dans quelle mesure peut-il encore inventer un nouveau système social ? Dans quelle mesure peut-il nous ouvrir une porte, notamment la porte de sortie du capitalisme ? Dans quelle mesure, voilà, c'est toutes ces questions-là que je me suis, que je me pose quand je découvre toute cette histoire-là, parce qu'effectivement, que ce soit pour la santé, que ce soit pour le secteur social, que ce soit pour le secteur de l'éducation, que ce soit pour tous les secteurs en fait, globalement, on est quand même dans un contexte économique actuel où on se sent un peu dans l'impasse. J'ai l'impression que tous les acteurs parlent un petit peu de l'impasse dans laquelle nous sommes. En tout cas, moi, je mets ce mot au-dessus. Une espèce d'impasse. Et la mutualité doit faire face dans son quotidien à la pression de plus en plus forte du secteur lucratif. Donc, dans quelle mesure va-t-elle trouver à se positionner dans un contexte légal où elle doit quand même
pour rester complémentaire santé ou autre, etc. Par exemple, ou pour certaines prestations sociales, ou pour pouvoir continuer à proposer cela, il faut qu'elle se soumette à tout un tas de réglementations qui pèsent énormément sur son fonctionnement et qui peuvent mettre à mal son fonctionnement démocratique et qui peuvent mettre à mal son fonctionnement d'égalité et qui peuvent... En fait, il y a toujours un risque. Mais en même temps, je trouve que c'est dans l'histoire du mouvement mutualiste qu'on retrouve une forme d'espoir parce que justement, c'est un mouvement qui a survécu à déjà de nombreuses crises. Et donc moi, quand je lis cela, je me dis, donc la crise actuelle, c'en est une supplémentaire et ce n'est peut-être pas si grave et en tout cas pas insurmontable puisqu'il va y avoir finalement quelque chose du moment que les valeurs sont maintenues. Donc je crois qu'en fait, l'enjeu du mouvement mutualiste, c'est de nous montrer la voie pour conserver comment il conserve ces valeurs dans un contexte d'individualisme galopant, dans un contexte où les liens sociaux sont un peu moins forts, en tout cas dans le ressenti que l'on en a, puisque je ne sais pas si c'est complètement juste d'un point de vue sociologique, dans un contexte où il y a vraiment des formes d'évolution des solidarités actuelles, notamment celle de la sécurité sociale, quand même lourdement mise à mal par les 40 dernières années de politique publique sur ces matières-là, les réformes de l'État, nombreuses, la nouvelle gestion publique, tous ces sujets-là, en fait, c'est comment, en fait, les valeurs vont protéger le mouvement mutualiste ou est-ce que les individus, à l'intérieur, vont abandonner ces valeurs. Alors, moi, mon idée, elle est peut-être un peu naïve, mais elle est plutôt très simple. Une société en tant que telle, ça n'existe pas. C'est des individus qui la font. Donc moi, je considère que quand on a des individus qui se regroupent parce qu'ils savent pourquoi ils se regroupent dans un mouvement social, pour telle ou telle activité, peu importe quelle activité, qui se disent, nous, ce sont ces valeurs-là, et quoi qu'il arrive, quoi que l'on fasse, ce sont ces valeurs-là que nous allons conserver, je crois qu'en fait, ils vont forcément, à un moment donné, trouver une issue. C'est-à-dire qu'ils vont forcément, à un moment donné, trouver la sortie, la porte de sortie, pour pouvoir sortir par le haut de ces pressions qui ne les concernent pas et qui sont des pressions extérieures à leur mouvement, en fait. C'est les individus qui font la société, donc c'est les individus qui feront le mouvement mutualiste, donc il faut des croyants dans le mouvement mutualiste pour finalement, je pense, trouver cette porte de sortie à l'heure actuelle. Est-ce qu'il n'y aurait pas tout de même un risque dans les années qui viennent, un peu celui qu'on a connu au sortir de la Première Guerre mondiale, où on a été dépassé par les événements? On est à l'aube d'un choc démographique majeur, historique, où les besoins des plus vulnérables d'entre nous, et notamment des personnes âgées, vont de manière inédite croître. Et quand je parle de besoins, c'est les besoins d'aide humaine, et on le sait, notamment à domicile, puisque près de 90% des Français veulent vieillir à domicile. Et c'est pas après-demain, c'est demain, à partir de 2030, où effectivement, on a ce choc démographique. Est-ce qu'on ne risque pas d'être submergé par ce besoin? Et est-ce que, là encore, la mutualité a cette capacité à innover et à proposer une alternative? Et l'alternative, elle serait au secteur lucratif qui peut proposer quelque chose en face de ce besoin-là. Je ne sais pas si j'ai la réponse exacte à la question. L'objectif de la mutualité française a toujours été de proposer des alternatives au secteur lucratif, ça c'est sûr. En tout cas, elle l'a fait systématiquement, c'est-à-dire que à chaque fois, elle a proposé des formes d'alternatives. Aujourd'hui, le mouvement mutualiste, il fait quand même face aussi à un état d'esprit un peu différent, collectif, qui est celui d'une espèce de lassitude que l'on ressent un petit peu partout sur l'absence de sens dans le travail. Je ne suis pas sûre que les mouvements mutualistes ne vivent pas finalement la même chose que, par exemple, une aide à domicile employée dans une mutuelle. Est-ce qu'elle n'a pas la même perte de sens que quelqu'un qui est dans un secteur privé? Je crois qu'en fait, il y a un malaise plus profond qui ne concerne pas que le mouvement mutualiste et qui est plus celui de nos rapports humains au sens plus large. Notamment, que faisons-nous à nos anciens, c'est-à-dire le maintien à domicile. Maintenir, c'est mettre en prison d'une certaine manière. Ça peut être entendu comme cela, en fait, ça fait un peu... alors, je fais pas mal d'entretiens avec des personnes âgées en ce moment qui m'expliquent ce que c'est que vieillir à domicile. Et généralement, ce qu'elles me décrivent, j'ai cette image d'une dame qui me dit en fait, il faut que vous imaginiez que je suis seule dans ma maison les 3/4 du temps, visitée par des professionnels dont je ne maîtrise ni l'entrée ni la sortie, et il faut imaginer que dans ma rue, vous avez qu'à imaginer une rue, elle me le sort comme ça, elle me disait qu'à imaginer une rue très longue avec plein de maisons qui s'alignent et qui se ressemblent, et en fait nous sommes toutes des femmes veuves, seules, et nous ne pouvons pas sortir de chez nous. Elle me dit le maintien à domicile, c'est ça. Et j'ai trouvé que c'était très violent en fait d'avoir cette prise de conscience-là. Il y a plusieurs sujets pour moi qui s'entrecoupent dans ce que j'ai pu observer
dans mon métier et dans les entretiens que j'ai pu faire sur différents thèmes, à chaque fois, systématiquement, il y a une question du rapport à la mort, en fait. Quelque chose de l'ordre d'une société toute puissante qui ne veut plus parler de la réalité de ce qu'est qu'être un être vivant. Donc je crois qu'en fait ça recommence là. Donc est-ce que le mouvement mutualiste saura finalement revenir sur de la parole vraie sur ces sujets-là ? Peut-être que c'est là le sujet. Donc retravailler sur le rapport à la mort, je pense que c'est essentiel. Retravailler sur ce que c'est que la longue maladie, sur ce que ce sont les solidarités, sur les relations intergénérationnelles. Qu'est-ce que être ensemble d'une génération à une autre avec un sens où ce sont les plus anciens qui prennent soin aussi des plus jeunes à un moment, puisque ça peut aller aussi dans ce sens-là, et pas juste aux plus jeunes de prendre soin des plus anciens. Il faut que ça soit un espèce de cercle vertueux continu, ça marche dans les deux sens. Donc les problèmes structurels que rencontre notre système de santé, notre système économique, tout ça, en fait, le système mutualiste, je pense, à l'heure actuelle, va le subir à peu près autant que n'importe quelle autre société, si ce n'est qu'il est beaucoup plus en difficulté, puisqu'il doit maintenir ses valeurs à tout prix, et en l'occurrence la non-lucrativité, alors que, nécessairement, l'augmentation de ces pathologies va augmenter aussi les dépenses, va augmenter... Voilà, c'est-à-dire que c'est structurel. Donc c'est pour cette raison que je dis, en fait, ce sont des choix. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tout ça, ce n'est pas indépassable. Si on remet des vrais mots dessus, c'est-à-dire que l'on dit, OK, là, en ce moment, d'où viennent en réalité nos problématiques sociales, nos problématiques économiques, et est-ce que le sujet, c'est juste de proposer une alternative au système économique, ou c'est de carrément proposer une porte de sortie à tout un système économique ? Et ça, c'est un autre sujet. Donc c'est comment on sort du capitalisme en proposant une autre forme de marché, et notamment une forme de marché où les relations économiques, et là, c'est pas moi qui le dis, c'est proposé par les travaux d'Axel Honneth, qui est un sociologue allemand, que je trouve tout à fait intéressant, où il nous explique en fait que finalement, on pourrait tout à fait, vivre dans une société de marché, mais pas une société de marché de type capitaliste, et que toutes les activités économiques, sociales, et c'est le projet à la base du mouvement mutualiste, et je pense qu'ils seront les premiers à se rendre compte de cela si jamais ils peuvent en entendre parler, c'est-à-dire qu'effectivement on peut essayer de faire infléchir notre société vers une société de marché, mais où toutes les activités économiques à l'intérieur de ce marché seraient orientées vers l'autre, et c'est-à-dire dans le souci de l'autre, c'est-à-dire que les activités économiques seraient valorisées seulement dans un contexte où elles seraient tournées vers autrui. Donc, c'est-à-dire dans un contexte où elles pourraient... Alors, Axel Honneth, il parle de promesse sociale, c'est-à-dire répondre à une promesse sociale qui est celle en réalité de la liberté des individus, de choix, de choisir pour sa santé, etc. Donc une forme de projet individualiste, mais par contre très orienté collectif, bien-être, et que chacun contribue par ses activités économiques au bien-être de l'autre. C'est en tout cas un message plein d'espoir. Merci beaucoup, Fanny Thomas.